m'entendre parler d'un sujet dont Mme Narco vous a dit un mot, qui est Don Quichotte à l'assaut du Nouveau Monde. Alors, le Nouveau Monde, c'est un vaste monde. Je vous dis tout de suite que je ne suis pas familier de toutes les contrées qu'il rassemble. Mais je vais essayer de m'y aventurer et de m'y entraîner dans les limites de mes connaissances et de mes possibilités. Je dois retirer mes lunettes pour pouvoir suivre mon texte et du coup je ne vous vois plus. C'est extrêmement réconfortant pour moi. Donc la conquête du Nouveau Monde par Don Quichotte a été une entreprise de longue haleine. C'est ce que je dirais tout de suite en guise de préambule. Et plus exactement, c'est une conquête qui a été menée par étapes successives au fur et à mesure que le chevalier à la triste figure abordait de nouveaux espaces américains. Il faut toutefois préciser que les formes de cette pénétration ont varié selon les époques et les contrées. Dans un premier temps, ce qu'on pourrait appeler l'ancrage américain du chef-d'œuvre de Cervantes appartient à une sorte de préhistoire. C'est celle qui voit l'ouvrage, paru à Valladolid, dans les tout derniers jours de 1604, franchir l'Atlantique quelques semaines plus tard. Dès février 1605, un premier lot d'exemplaires de l'édition Princeps est enregistré à Séville et expédié au Pérou. En avril, une deuxième cargaison est envoyée à son tour. En 1614, l'histoire de l'ingénieux Hidalgo se trouve dans les bagages de Mateo Alemán, l'auteur du Guzmán de Alfarache, premier en date des romans picaresques, lorsque Mateo Alemán débarque en Nouvelle-Espagne, l'actuel Mexique, où il finira ses jours. Mais 7 ans auparavant, en 1607, le personnage figurait déjà au Pérou dans une mascarade burlesque dont nous avons conservé la relation. Et par la suite, on le verra défiler dans d'autres cortèges à Mexico en 1621, à Lima en 1627. Mais vous voyez, il ne s'agit là que de premiers jalons. Et il faut attendre près de 200 ans pour voir Don Quichotte marquer véritablement de son empreinte les lettres hispano-américaines. Ces empreintes commencent à se dessiner à l'aube du soulèvement des colonies espagnoles d'Amérique, lorsque le Mexicain Joaquín Fernández de Lizardi manifeste son admiration dans deux de ses œuvres majeures. Tout d'abord, El Periquillo Sarmiento, c'est-à-dire Perruchet le Galeux, publié en 1816, qui est une sorte de récit picaresque, dont le prologue en particulier rappelle dans sa construction la préface de la première partie de Don Quichotte, avec ce dialogue entre l'auteur et un de ses amis, qui il s'adresse parce qu'il se dit en mal d'inspiration. Puis surtout, toujours de Lizardi, la Quijotita y su prima, c'est-à-dire la petite Quichotte et sa cousine, 1818-1819, dont l'héroïne, qui s'appelle Doña Pomposita, a l'esprit perturbé par la lecture assidue, non pas des romans de chevalerie, mais des vies de saints, et elle en vient à se convertir à la vie d'ermite, reproduisant ainsi à sa manière la pénitence de Don Quichotte au cœur de la Sierra Morena. Dès les désillusions consécutives à l'indépendance des républiques d'Amérique du Sud, donc quelques années plus tard, Simon Bolivar, le héros de cette indépendance, au soir de sa vie, avait évoqué le héros de Cervantes dans une formule désabusée qui est restée célèbre. Les trois plus grands imbéciles qui a lieu au monde, avait-il déclaré, ce sont Jésus-Christ, Don Quichotte et moi. Mais c'est seulement à la fin du XIXe siècle que paraissent à Besançon, en 1895, les chapitres oubliés par Cervantes de l'écrivain équatorien Juan Montalvo, 6 ans après la mort de l'auteur à Paris, en exil. Et nous avons là 60 chapitres, pas moins, qui forment un essai d'imitation d'un livre inimitable, c'est ainsi que Montalvo appelle son livre, un ouvrage de bonne foi, dit-il, qui, à la différence du Don Quichotte apocryphe, la suite composée et publiée par Avellaneda un an avant la seconde partie authentique, a été écrit en hommage au chef-d'œuvre immortel. Il faut bien dire que les épisodes qui forment la matière de ce pastiche ne font qu'illustrer ses limites. Et l'ensemble ne se survit que par les entretiens variés du chevalier, tant avec Sancho qu'avec tous ceux qu'il rencontre sur son chemin. Don Quichotte y fait rire par ses aventures et ses discours, mais il n'en est pas moins un fou profondément sage, en même temps que généreux.
Et Montalvo de considérer, je cite, que quiconque n'a pas en lui quelque chose de Don Quichotte ne mérite ni l'estime ni l'affection de ses semblables. Je pense que vous avez tous en vous quelque chose de Don Quichotte, par conséquent, vous méritez mon estime et mon admiration. Une telle conclusion nous remet en mémoire la façon dont a été compris le personnage à partir de l'époque romantique, c'est-à-dire comme un chevalier d'idéal, non plus comme un simple inadapté. Mais elle ne s'en avère pas moins un peu courte pour assurer à cette suite de Montalvo la consécration de la postérité. En 1899, au lendemain de la défaite infligée par les États-Unis à l'Espagne, qui perd alors ses dernières possessions américaines, Cuba et Porto Rico, le Nicaraguayen Rubén Darío apporte sa pierre à l'édifice avec un conte qu'un certain nombre d'entre vous connaissent et ont étudié, ce conte qui s'intitule Des coups, des coups. Alors, le protagoniste de ce récit, qui est un soldat énigmatique, qui n'est connu que par ses initiales, se jette dans un abîme pour n'avoir pas à se rendre à son adversaire, un grand diable blanc aux cheveux plats. Ce dénouement rappelle sur le mode symbolique le désastre de la flotte espagnole à Santiago de Cuba, détruite un an auparavant par les cuirassés américains. L'année suivante, alors qu'il est encore sous le choc de cet événement, l'Uruguayen José Enrique Orlodo, dans son célèbre essai Ariel, oppose à Don Quichotte, symbole à ses yeux de l'idéal humaniste hispanique, Caliban, le monstre imaginé par Shakespeare dans La Tempête, et qui est ici censé représenter le matérialisme technologique de l'Amérique anglo-saxonne. Je ne pense pas que Shakespeare avait cette intention lorsqu'il a créé Caliban. 5 ans plus tard, au moment où l'Espagne commémore le 3e centenaire de la publication de la première partie du roman, Darío récidive avec l'un de ses plus célèbres poèmes, des Cantos de Vida y Esperanza, sa litanie de notre Seigneur Don Quichotte. Une litanie qui participe du culte rendu au champion de l'idéal qu'est devenu le chevalier à triste figure. Un poème plus qu'estimable, mais c'est du moins le sentiment que j'exprime, la transposition religieuse sonne parfois un peu creux. En revanche, un Don Quichotte aussi fascinant qu'insolite est celui que va nous proposer un écrivain hors norme, à la fois universel et singulier, il en a été question tout à l'heure, Jorge Luis Borges. Alors on connaît surtout de lui Pierre Ménard, auteur de Quichotte, qui est un des textes qui, avec la bibliothèque de Babel, ont consacré le recueil des fictions dans le monde entier et assuré la gloire de l'auteur. C'est une courte nouvelle qui décrit brièvement la vie et l'œuvre d'un écrivain français imaginaire qui s'appelle Pierre Ménard. Et Pierre Ménard, dans les années 1930, s'est attaché à mettre en œuvre un projet secret, la réécriture à l'identique du premier livre de Don Quichotte. Et Borges nous montre avec un humour pince sans rire permanent en quoi le résultat s'avère supérieur à l'original. D'abord en expliquant que Cervantes écrit banalement dans l'espagnol de son temps, là où Ménard se livre à une authentique recréation linguistique. Ensuite, en citant 2 passages apparemment identiques que le contexte respectif de leurs écritures, à plus de 3 siècles de distance, oppose en fait totalement. Donc, l'écrivain argentin Borges ne s'attache pas ici au héros, mais à l'acte d'écriture d'où est issu le récit de ses exploits. Une écriture devenue réécriture par le temps qui transforme, qui parachère, qui améliore l'œuvre toujours en sursis, puisque, comme l'écrit Borges, tout est brouillon, l'idée du texte définitif ne relevant que de la religion ou de la fatigue. En fait, sa découverte du roman de Cervantes remonte à ses années d'enfance, puisque, comme il le confiera plus tard, Borges a fait sa première lecture de Don Quichotte vers 1907-1908. Il l'a lu, dit-il, en anglais d'abord. Et ce qu'il a alors senti, s'il faut l'en croire, c'est que le héros n'était pas Don Quichotte, mais ce hobereau provincial qui, à force de lecture, s'est imposé la tâche d'être Don Quichotte, qui parvient parfois et qui, à la fin, découvre qu'il ne l'est pas. Il redevient alors Alonso Quijano, c'est-à-dire, conclut Borges, que ce protagoniste existe réellement. Alors, au-delà de cette première expérience, la somme des divers écrits que Borges a consacrés à Cervantes, à son œuvre, s'échelonne sur près de 40 ans. Alors, il ne faut pas chercher à en dégager une interprétation d'ensemble, car le point de vue de Borges a varié avec le temps et selon la perspective retenue. Mais ces écrits de caractère très divers n'en expriment pas moins un certain nombre d'idées qui lui étaient chères et dont on constate la récurrence.
Ce que Borges se refuse à admettre, en particulier, c'est la transfiguration de Don Quichotte, sa canonisation, telle que l'avait entreprise notamment Miguel de Unamuno en 1905 dans sa Vida de Don Quijote y Sancho, un livre dont Borges déplore les impertinences pathétiques dans une chronique publiée en janvier 1937, peu après la mort du grand écrivain espagnol. Et donc il lui oppose le traitement ironique auquel le soumet Cervantes, une ironie qui, contre toute attente, souligne son côté poignant au lieu de le nier. Faire de lui un type universel, dit Borges, n'a guère de sens. Que des personnages de romans deviennent des mythes, écrit-il, voilà qui dépend presque autant de l'illustrateur que de l'auteur. Or, un tel destin n'est concevable ni pour Don Quichotte, ni pour Sancho. Deux personnages, dit Borges, dont la richesse et la complexité leur ont permis d'avoir pour la première fois mérité l'amitié des hommes au lieu d'être offerts à leur pitié ou à leur admiration. Pourtant, dit-il, on en a fait deux symboles. Alors Borges n'en disconvient pas, il ne contredit pas cette affirmation magique, mais il entend réhabiliter deux individus au lieu d'admettre, dit-il, la monstrueuse hypothèse qui voudrait que ces Espagnols qui sont nos amis soient non pas des hommes de ce monde, mais les deux moitiés d'une âme. Aussi, analysant à son tour les derniers instants de Don Quichotte, reproche-t-il à Cervantes d'avoir été assez cruel pour mettre à mort un être qui est bien plus qu'un simple personnage littéraire. Néanmoins, reconnaît-il, son histoire ne pouvait se terminer autrement que par sa guérison, suivie de son trépas. Enfin, lors d'un entretien accordé à un journaliste, Borges s'interroge sur le rapport entre l'auteur et son héros. Cervantes, estime-t-il, s'est identifié peu à peu à son personnage. Il en a conclu qu'il ne pouvait pas continuer à se moquer de lui, sous peine de voir son livre se défaire entre ses mains. Façon pour Borges non seulement de rejoindre contre toute attente l'interprétation romantique, mais aussi de relancer à sa manière le paradoxe d'Unamuno, en affirmant après lui que Don Quichotte est le seul livre génial écrit par un auteur franchement médiocre, comme le prouveraient ses autres livres, des œuvres effroyables de Borges, et en particulier son théâtre, auquel j'ai consacré 10 ans de ma vie. Cependant, Borges se détache en plusieurs occasions du texte cervantin et du commentaire qui lui inspire pour donner libre cours à sa fantaisie. En 1960, dans El Hacedor, l'auteur, il imagine que la source prétendue du roman, c'est-à-dire la chronique de l'historien mort Cide Hamete Benengeli, a été retrouvée et qu'on y rapporte que Don Quichotte a tué un homme. D'où la question, celui-ci peut-il ou non ignorer les conséquences de son acte? Le plus probable, répond Borges, est qu'il se refusera à admettre qu'il a commis ce crime sous l'empire de la folie. 20 ans plus tard, lors de l'un de ses ultimes entretiens, Borges affirmera que pour Don Quichotte, l'épisode le plus important de sa vie a été la lecture du prototype des romans de chevalerie Amadis de Gaulle. Loin de n'être qu'un string of words, une enfilade de mots, l'ingénieux Hidalgo nous donne l'impression qu'il existe au-delà de l'écriture. Aussi, bien que rien ne nous soit dit de son enfance lorsqu'il n'était encore qu'Alonso Quijano, nous imaginons l'enfant qu'il a été. Dans un autre poème, la parabole de Cervantes et de Don Quichotte, écrit en 1955, avant de la reprendre dans le même recueil, Borges revient sur le lien ambigu qui unit l'écrivain à son personnage. Et ce lien lui suggère une fable riche de sens. Là, de sa terre d'Espagne, un vieux soldat du roi s'en fut chercher le repos dans les vastes géographies de l'Arioste, l'auteur du Roland Furieux. Pour se moquer doucement de lui-même, il inventa un homme crédule qui, perturbé par la lecture de merveilles, se mit en tête de chercher des prouesses et des enchantements dans des lieux prosaïques qui s'appellent El Toboso ou Montiel. Je cite toujours Borges. Vaincu par la réalité, par l'Espagne, Don Quichotte mourut dans son village natal vers 1614. Miguel de Cervantes lui survécut peu de temps. Pour l'un et pour l'autre, pour le rêveur et pour le rêvé, cette trame entière consista dans l'opposition de deux mondes. Le monde irréel des romans de chevalerie, le monde quotidien et banal du XVIIe siècle. Ils ne soupçonnèrent pas que les années finiraient par corriger la dissonance. Ils ne soupçonneraient pas que la Manche et Montiel et la maigre silhouette du chevalier seraient pour l'avenir non moins poétiques que les escales de Sinbad ou les vastes géographies de l'Arioste, parce que le mythe est au commencement de la littérature et parce qu'il est aussi à son terme. Et en trois poèmes de Borges mènent ces fascinantes divagations jusqu'à leur point extrême.
Dans Lecteur, autre recueil, il conjecture que l'hidalgo au teint jaunâtre, à la peau desséchée, à l'ardeur héroïque, ne sortit jamais de sa bibliothèque, si bien que ce ne fut pas Cervantes, mais lui-même qui rêva la chronique de ses tentatives et de ses tragiques comiques errements. Destin emblématique que le poète partage avec le personnage depuis que tout enfant, il se mit à lire l'histoire de ses exploits. Dans un autre poème, Alonso Quijano rêve, le héros, après avoir rêvé de bataille, se demande s'il est blessé ou mort ou poursuivi par les enchanteurs. Mais ce qui en réalité l'afflige, ce sont les douleurs d'une fin de vie. El Hidalgo fue un sueño de Cervantes, y Don Quijote un sueño del Hidalgo. El doble sueño los confunde. L'Hidalgo fut un rêve de Cervantes, et Don Quichotte un rêve de l'Hidalgo, le double rêve les confond. Enfin, dans Je ne suis même pas poussière, Alonso Quijano s'enthousiasme à la lecture des livres de chevalerie. Mais c'est en vain que, s'emparant d'un miroir, il cherche son visage, car ce n'a été qu'un rêve. Un sueño, dit-il, que entreteje en el sueño y la vigilia mi hermano y padre, el capitán Cervantes, que militó en los mares de Lepanto. Un rêve que tisse sans cesse dans le sommeil et la veille mon frère et père, le capitaine Cervantes, qui combattit dans les mers de Lepanto. C'est dans une toute autre perspective que s'est placé Carlos Fuentes, celle d'une réflexion critique sur l'art de Cervantes écrivain. Dans l'essai qu'il a intitulé « Cervantes ou la critique de la lecture », il propose une lecture à plusieurs niveaux d'un chef-d'œuvre polyphonique où, dit-il, s'abolit en dernière instance la voix du narrateur. La première lecture, celle du héros, est l'effet de son immersion dans les livres de chevalerie. La deuxième correspond au discours qu'il tient, à sa vision du monde et à son action. La troisième, à la façon dont il déchiffre le réel. La quatrième apparaît à partir du moment où il apprend de son voisin, le bachelier Sanson Carrasco, l'existence d'une chronique de ses exploits. La cinquième, lorsque Don Quichotte finit par transformer le monde au point de le rendre de plus en plus semblable au sien. La sixième, celle qu'institue sa décision d'admettre rationnellement ce monde qui, dès lors qu'il se quichotise, révèle sa vulgarité. La septième, parce qu'il lui substitue un autre choix en se projetant vers une autre réalité, celle de la littérature. La dernière, enfin, quand il meurt pour ressusciter au sein de la réalité inventée par Cervantes. Alors au-delà de ces variations très personnelles, Fuentes accorde une attention particulière au regard porté non plus sur le héros, mais sur le roman auquel il a donné son titre, par des écrivains qui ont vu en lui un texte fondateur. Dans l'Angleterre des Lumières, à travers Tom Jones et Tristram Shandy, Fielding et Sterne avaient contribué, chacun à sa manière, à mettre en œuvre ce que Harry Levin, comparatiste, avait appelé le principe quichotesque, qui veut que plus le héros d'un roman s'applique à affronter le monde, plus celui-ci se dérobe ou se rebiffe, creusant ainsi l'écart comique ou tragique, selon les cas, entre le réel et sa représentation. Et à leur tour, aux États-Unis, Herman Melville, puis Mark Twain et enfin William Faulkner ont médité cette parabole avant d'être suivis bien plus tard par Thomas Pynchon. Je vais prononcer quelques mots d'auteurs américains en écorchant ces noms, donc j'en demande d'avance pardon aux spécialistes. On doit à Melville d'avoir imaginé sous les traits du capitaine Ahab un personnage qui, à sa manière, va recréer au cœur de l'océan l'Odyssée du chevalier, à sa manière. Tout comme Cervantes, Melville s'est d'abord formé à l'école de la vie, et celle-ci ne lui a épargné ni les déboires, ni les malheurs. Lecteur passionné, il accorde une place de choix à Don Quichotte parmi ses livres préférés. L'édition qu'il possédait comporte un relevé des allusions à Cid Ahmed Benengeli, le chroniqueur fictif des exploits du chevalier, tandis que des annotations marginales de sa main attestent l'intérêt qu'il porte au passage où l'ingénieux Hidalgo énonce son dessein et exalte la chevalerie errante. Elle témoigne aussi de sa prédilection pour Dulcinée et de son goût pour les proverbes de Sancho. Dès 1850, White Jacket, son premier roman, met en scène un matelot embarqué malgré lui sur un navire de guerre et qui, du jour où il se met à lire Cervantes, se sont confortés dans sa singularité. On s'explique d'autant mieux dans un tel contexte la filiation cervantine de son chef-d'œuvre Moby Dick, postérieur d'un an.
à travers l'aventure du Pequod, un baleinier qui court les mers à la recherche d'une proie mythique. Son capitaine, Achab, recrée en quelque sorte les errances du chevalier sur les chemins de la Manche. Toutefois, si la quête qu'il mène trouve son point de départ dans des lectures investies d'une fonction comparable à celle des livres qui composaient la bibliothèque Don Quichotte, elle apparaît davantage comme celle d'un monomaniaque dominateur qui veut traverser le masque de carton des apparences, alors même qu'il dit savoir que le but qu'il poursuit est folie. Quant au harponneur Queequeg, il est le Sancho à qui Achab, lieutenant du destin selon ses propres termes, donne ses ordres avec une conscience aiguë de l'incroyable mission dont il s'estime investi, l'entraînant à sa suite dans une manière d'épopée. La secrète parenté qui, à travers l'espace et le temps, unit les deux chefs-d'œuvre, donne une curieuse résonance à un épisode tardif de la vie de Melville. Au terme d'un silence de près de 20 ans, alors qu'il est épuisé physiquement et nerveusement, il reprend son exemplaire de Don Quichotte et dans un poème qu'il intitule The Rusty Man, l'homme rouillé, il s'identifie au chevalier, je cite. Dans la Manche, il se morfond, avec sa barbe maigrichonne et poussiéreuse. Il radote et se morfond dans sa bibliothèque moisie. Il farfouille parmi de vieux in-folios, cite des adages surannés des lois de la chevalerie. Sois le chevalier défenseur des opprimés, de ceux à qui on a fait du tort. Meurs, péris s'il le faut, mais comporte-toi selon ce qui est juste. Et le résultat est qu'il rouille et moisit à force de se dire « tu dois », pendant que le premier épicier venu, à la face verte comme un pré, profite de jour en jour avec la bouille épanouie d'un imbécile heureux. Alors tout autre est le rapport que Mark Twain a noué 20 ans plus tard avec le roman de Cervantes. Un rapport qui, au départ, s'exprime moins dans la conception des deux personnages qui lui ont valu sa renommée, Tom Sawyer et Huckleberry Finn, que dans les épreuves qu'il leur prête et dans la façon dont il les vit. Dans un premier récit, Les aventures de Tom Sawyer, publié en 1876, Twain évoque au fil d'épisodes mélodramatiques dont la violence est tempérée par l'humour, les dilemmes moraux de deux jeunes garçons aux prises avec le monde brutal des adultes. Le couple que forment les deux protagonistes ne transpose pas, à proprement dit, celui de Don Quichotte et de Sancho, mais il en est, dirais-je, comme l'harmonique, à travers le regard qu'ils portent sur le monde qu'ils découvrent et le jeu des points de vue qu'instaure leur dialogue. C'est, tout comme chez Cervantes, le passage de l'aventure à l'expérience qui se dessine sous nos yeux. Quant au récit des aventures de Huckleberry Finn, postérieur de 9 ans, chef-d'œuvre absolu de toute la littérature américaine, au dire d'Ernest Hemingway, il retrace le parcours initiatique que mène le héros en descendant le Mississippi sur un radeau, en compagnie de Jim, un esclave noir fugitif. L'univers fluctuant où tous deux évoluent, peuplé de riches planteurs, de petits fermiers et d'escrocs, rappelle plus d'une fois celui du roman picaresque. Et les retrouvailles de Huck et de Tom sont l'occasion d'une confrontation entre les deux gamins en désaccord sur le parti à prendre pour assurer le salut de Jim. Deux saisies du réel s'opposent de la sorte, avant de se contaminer réciproquement dans une dialectique comparable à celle qui gouverne le commerce du chevalier et de son salut. Une référence explicitement cervantine. Au chapitre 40 du roman, lorsque le morceau de beurre que Huckleberry Finn avait dissimulé sous son chapeau pour le porter à Jim se met à fondre en lui dégoulinant sur la figure, tante Sally, affolée, croit que la cervelle du gamin est en train de suinter sur son front. Cette méprise évoque irrésistiblement celle que commet Don Quichotte avant d'affronter un lion en cage au chapitre 17 de la deuxième partie. S'étant coiffé de son casque, où Sancho avait mis des fromages blancs qui se mettent à couler, il s'imagine que son crâne se ramollit ou que sa cervelle est en train de fondre. De plus, Huckleberry Finn est aussi une parodie des romans de Walter Scott, ce modèle sentimental que s'était donné le Sud pour masquer la brutalité de ses mœurs. Or, un jour viendra où Twain pourfendra cet héroïsme de pacotille inspiré par la tradition chevaleresque issue de l'Angleterre médiévale. Dans The Connecticut Yankee in King Arthur's Court, un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur, paru en 1889, il nous montre un Sancho Panza qui, venu tout droit de Nouvelle-Angleterre, refuse d'admettre les merveilles de l'Ancien Monde. Aux yeux de ce Huron, les châteaux légendaires sont condamnés à tomber en ruine, puisque triomphe une nouvelle civilisation que l'Amérique incarne désormais. Parmi les romanciers américains de sa génération, William Faulkner est sans doute celui qui a éprouvé la plus nette prédilection pour Don Quichotte, ce livre qu'il relisait, disait-il, chaque année, tout comme certains relisent la Bible. Et toujours à l'en croire,
l'ingénieux Hidalgo lui inspirait une telle sympathie qu'il lui est arrivé de se voir refléter en lui lorsqu'il lisait certains épisodes de son histoire. Plusieurs de ces personnages se caractérisent par une inspiration qui les pousse à affirmer leur idéal contre vents et marées, même s'ils finissent plus d'une fois par connaître l'échec. Tel est le cas notamment de Quentin Compson dans Le bruit et la fureur, de l'avocat Kevin Stevens dans La ville et l'intrus, du modeste employé Byron Bunch dans Lumière d'août ou du jeune Lucius Priest dans Les larrons. Kevin Stevens en particulier nous apparaît flanqué de Radcliffe, un vendeur ambulant de machines à coudre qui est en quelque sorte son Sancho Panza, et il arbore en sa compagnie les terres du fameux comté de Yoknapatawpha, tout aussi prosaïques que les plaines de la Manche. Thomas Pynchon s'inscrit à sa manière dans ce sillage parce qu'il cultive à son tour une forme de transposition qui fait d'un personnage l'émule plus ou moins conscient du chevalier. On en trouve chez lui deux exemples. Premier romancier, a-t-on dit, de l'ère post-McLuhan, Pynchon a dans ses débuts publié deux œuvres d'imagination marquées d'une empreinte cervantine manifeste. Dans Lowlands, un conte paru en 1960, alors que l'auteur était encore étudiant à Cornell University, le héros, Dennis Flam, décide de rompre avec une vie insipide et une femme dont il se sent incompris. En proie à une passion nostalgique, celle de la mer, qui est pour lui une sorte de dulcinée, il part en quête d'aventure en compagnie d'un rude marin, Pic Bodin, sorte de Sancho dégénéré. Une nuit, il obéit à l'appel de Nerissa, une jeune et jolie gitane, et descend avec elle dans un étrange dépôt d'ordures où il s'abandonne à un rêve éveillé, à l'exemple de Don Quichotte au fond de la caverne de Montesinos. Toutefois, contrairement à son devancier, il ne recouvre pas la raison. Il demeure perdu dans ses rêves en compagnie de Nerissa. 3 ans plus tard, dans V, son premier roman qui lui vaudra le prix Faulkner, Pynchon met en scène un vieux garçon quinquagénaire nommé symboliquement Herbert Stencil et qui, victime de ses obsessions, crée V, une nouvelle vie, une nouvelle dulcinée à partir des carnets personnels de son père. La différence entre Herbert et Don Quichotte tient à ce que Pynchon part de la proposition de Wittgenstein selon laquelle le monde est tout ce dont il est question. Donc l'univers qui s'organise autour de vie devient dès lors un chaos. Si maintenant, toujours du point de vue d'une libre imitation créatrice, nous nous tournons à nouveau vers les lettres latino-américaines, le premier nom qui se détache est sans contexte celui de Gabriel García Márquez. On s'est demandé s'il n'y avait pas quelque parenté secrète entre Don Quichotte et 100 ans de solitude, dès lors que García Márquez était salué dans le monde hispanique comme le Cervantes de notre temps. Dans ses mémoires d'enfance et de jeunesse, le romancier colombien nous dit dans quelles circonstances il a découvert les aventures de l'ingénieuse Hidalgo. Si le collégien qu'il était alors n'a pas pénétré de plein pied dans un monde qui lui était étranger, le choc si longtemps attendu a fini un beau jour par se produire. Je cite. Les péroraisons savantes du chevalier errant m'ennuyaient, et les âneries de son écuyer ne me faisaient pas rire, au point que j'en arrivais même à penser que le livre que je lisais n'était pas celui dont on parlait tant. L'année du baccalauréat, je fis d'autres tentatives, car c'était un texte obligatoire, et je le pris en grippe jusqu'au jour où un ami me conseilla de le poser sur la tablette des toilettes et d'essayer de le lire pendant l'accomplissement de mes devoirs quotidiens. C'est ainsi, conclut-il, qu'il le découvrit et le savoura de la première à la dernière page, jusqu'à pouvoir en réciter des chapitres par cœur. 100 ans de solitude, publié en espagnol en 1967, nous transporte dans un univers magique qui fait songer jusqu'à un certain point au monde fabuleux des livres de chevalerie. Un univers qui par là même est aux antipodes des chemins poudreux de la Manche sur lesquels Don Quichotte se lance en quête d'exploits à accomplir. Les êtres qui le peuplent, hommes intrépides jusqu'à la témérité, femmes ardentes et passionnées, ne correspondent pas seulement aux archétypes du roman d'aventure. Leurs entreprises s'inscrivent dans une sorte de geste collectif qui est celle de toute une famille, toute une communauté. Cependant, le décor où se situe l'action n'est pas un ailleurs indéterminé. Il fait référence à un lieu et un moment précis. Il s'ensuit que les principaux personnages, en particulier les membres du clan des Buendía, nouent avec ce monde un rapport particulier. Le fondateur de Macondo, José Arcadio Buendía, n'est pas sans rappeler Alonso Quijano dès l'instant où il délaisse l'administration de ses biens pour entreprendre une quête, celle de la pierre philosophale. Dans son obstination à vouloir connaître ce qu'il appelle les bienfaits de la civilisation, il se sert de la science comme une sorte de talisman afin de s'évader du réel.
Toutefois, la plupart des expériences qu'il tente échouent, sans que leur auteur s'aperçoive que son confident, le gitan Melquiades, bien loin de lui venir en aide, le trompe en lui vendant des ingrédients dont il a mieux besoin. Désabusé, José Arcadio finit par démolir son laboratoire, tout en restant fidèle à l'exemple de Don Quichotte, persuadé qu'il pourra se retirer du milieu qui l'entoure et vivre désormais dans un éternel printemps. Par comparaison, le colonel Aureliano Buendía nous apparaît aux antipodes de son aïeul. Il nous rappelle lui aussi le chevalier, dans la mesure où sa jeune épouse, Remedios, lui inspire une passion aussi absolue que le culte que Don Quichotte avait voué à Dulcinée. En son absence, Aureliano la cherche dans l'atelier de ses sœurs, dans les rideaux de sa maison, dans le bureau de son père, mais en vain. Il n'a trouvé que dans l'image débordante de sa propre solitude. Champion des causes perdues, il est, à sa façon, un homme qui veut changer le monde, non pas en se servant des armes du passé, mais en fomentant révolte contre révolte sur révolte contre ses ennemis. Mais à la différence du chevalier, il ne prête pas l'oreille aux sirènes de la nostalgie et ne se soucie nullement de restaurer un impossible âge d'or. En ce sens, il se distingue des autres Buendía, y compris dans son refus de croire à l'abri des épreuves du temps, la pièce qui renferme les manuscrits de la chronique magique de Melquiades, Nouveau Cianeret et Benengeli. Quant à Aureliano Babylonia, le dernier rejeton de la dynastie, il est au contraire convaincu que ces manuscrits ne sont pas une fable et qu'ils vont lui révéler toute l'histoire de sa famille. De même que les livres de la bibliothèque de Don Quichotte, il se substitue à l'expérience concrète en tant que source de vérité. À la fin du roman, un personnage appelé Gabriel García Márquez fait son apparition à Macondo en compagnie d'Aureliano Babylonia, dont il dit être l'ami, mais refuse de s'enfermer avec lui dans la réserve des manuscrits pour se plonger dans leur lecture. Aureliano disparaît dans l'ouragan qui détruit Macondo, tandis que Gabriel survit pour rejoindre le lecteur dans le monde réel. Ainsi s'établit, vis-à-vis des Buendía, dans une relation ambiguë comparable à celle... Ainsi s'établit-il, pardon, vis-à-vis des Buendía, dans une relation ambiguë comparable à celle qui unit Cervantes à Don Quichotte. Et j'en finis avec cette quête en revenant à Carlos Fuentes, car tout aussi complexe est le jeu de correspondance qu'institue Fuentes, dont le travail de créateur va de pair avec sa réflexion que nous avons vue tout à l'heure sur l'art du romancier. Ce travail trouve un écho dans Terra Nostra, paru en 1975, un de ses romans les plus ambitieux. Il n'est pas question ici de résumer l'intrigue de cette œuvre foisonnante dont l'action embrasse un espace et un temps également distendus, depuis le pont des Arts parisien jusqu'à la pyramide aztèque de l'ère précolombienne à l'époque actuelle, avec au centre l'Espagne de Philippe II, mais une Espagne réinventée, fantasmée. Cette Espagne est le royaume d'un souverain qui prétend figer le temps et qui décrète que le nouveau monde n'existe pas, mais sans parvenir à empêcher que gravitent autour de lui les figures de la vie, de la création et de l'utopie. Et parmi ces figures se détache un chroniqueur manchot, inventeur d'un chevalier errant et qui jette des bouteilles à la mer. Don Quichotte occupe une place relativement modeste dans l'économie de ce livre. Il n'apparaît qu'en de rares occasions, quelques brefs épisodes qui s'achèvent en une sorte de catalogue. Mais cette extrême concision vise à inciter la mémoire collective à rétablir l'image du héros, tout en demeurant le redresseur de tort fixé par la tradition et dont les aspirations vont de pair avec les échecs. L'ingénieux Hidalgo est aussi celui qui sait se servir des mots pour effacer ses déconvenues et se donner l'illusion du triomphe. Il offre ainsi le double visage d'un fou et d'un poète. Comme fou, il dénoue la vieille entente entre les ressemblances et les signes, si bien que, pour reprendre la formule de Michel Foucault, dont Fuentes a médité les mots et les choses, les similitudes déçoivent, tournent à la vision et au délire. Mais comme poète, il l'a rétabli. En effet, comme l'écrit encore Foucault dans une phrase dont Fuentes a fait l'épigraphe d'un autre de ses romans, puisque cette magie a été prévue dans les livres, la différence illusoire qu'elle introduit ne sera jamais qu'une similitude enchantée. Or, à peine Don Quichotte a-t-il montré sa maîtrise du verbe qu'il perd l'usage de la parole pour devenir une simple référence. Destin prévisible, puisqu'il appartient désormais à tous et qu'il revient à chacun de nous de lui prêter sa voix. Il réintègre son être de papier et de plume.
d'où la multiplication auprès de la version officielle de quelques 20 versions parallèles de ses exploits, incapables toutefois de rendre compte de ses innombrables aventures. Du fait du nombre infini de lecteurs, conclut Fuentes, le livre ne s'achète jamais, il appartient à tous. Et parmi ces aventures que nous ignorons, il en est d'ailleurs qui nous déconcertent, comme lorsque Don Quichotte avoue ses amours coupables avec Dulcinée. Devenu l'ombre de Don Juan, il déclare avoir acheté ses faveurs par l'entremise de la vieille Célestine. Et dans une sorte de syncrétisme, il réunit de la sorte Don Quichotte, Don Juan, la Célestine, les trois figures emblématiques de la littérature espagnole que l'essayiste espagnol Ramiro de Maeztu avait associé naguère dans l'ouvrage qu'il leur avait consacré. Le récit devient alors ouvertement apocryphe. Telle est la seule vérité de son mensonge permanent. Donc, pour conclure, de Melville à Pinchon, de Lizardi à Fuentes, chacun des écrivains que nous avons évoqués nous rappelle ainsi à sa manière que l'errance de Don Quichotte est loin d'avoir pris fin avec sa mort. Au nord, comme au sud des Amériques, elle se poursuit au fil des commentaires, des gloses, des recréations que son rapport lui indique au monde continue de susciter. Et je rappellerai à ce propos, en guise d'épilogue, le mot de García Márquez au président Clinton, qui lui disait être en train de lire un ouvrage sur l'économie du monde à venir. Ce que vous devez faire, monsieur le président, c'est lire Don Quichotte. C'est là que se trouvent toutes les solutions.